Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous lundi matin, 9h30, pour parler d'effondrement. Une semaine qui commence bien, donc. On espère que vous avez le moral, c'est ce qu'on se disait là. On est vraiment très impressionnés et épatés que vous soyez aussi nombreux et nombreuses. Et c'est vraiment une grande joie. On a une table ronde sur l'effondrement, donc l'effondrement et après. On va se poser plusieurs questions. On va se poser évidemment la question de l'effondrement, de l'apocalypse qui vient, en tout cas qu'on nous promet, ou des apocalypses. Et puis on parlera aussi de l'après. Est-ce qu'on peut reconstruire une société utopique, plus juste, ou forcément aller vers une dystopie? Ce sera une des grandes questions qui va vraiment nous animer ce matin. À mes côtés, Lisa Blumen, Gwen de Bolval et Ellie Banks. Alors Lisa Blumen, vous avez sorti en 2017 votre premier album jeunesse, Gros Ours, avec un point d'interrogation. Depuis, il y a eu Fanny et la boîte magique. Plus récemment, Un crocodile sur mon toit. Et plus récemment encore, et ça va vraiment nous intéresser, c'est Avant l'oubli. Imaginez, la Lune va vers la Terre et il nous reste plus que quelques jours à vivre. Voilà, qu'est-ce que chacun de nous ferait? Ellie Banks, bonjour. Vous nous venez des États-Unis, vous vivez à Seattle, vous avez pas mal parcouru le pays à vélo, et on a pu lire votre premier roman Unity. Là, on sera juste après l'apocalypse. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça et le futur de l'humanité est en jeu. Et puis, à mes côtés, Gwen de Bolval. Vous avez peut-être l'habitude de le voir, c'est un des grands habitués des Utopiales. La bibliographie est énorme. La série Le Dernier Atlas, Vladimir sur les toits, ou bien encore, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, Les Derniers Jours d'un Immortel, paru en 2010, où là, effectivement, on sera dans l'après. Et on va pouvoir véritablement se questionner sur comment reconstruire une société, puis comment imaginer, est-ce qu'on imagine une société de l'après-effondrement en 2022, comme vous l'avez imaginé en 2010. Le temps parfois fait son affaire et change un petit peu nos regards. Mais ma première question, c'est une question à vous, artistes, créateurs et créatrices. On nous parle de l'effondrement tous les jours, quasiment, que ce soit le changement climatique, que ce soit les soubresauts économiques, politiques, sociaux, sanitaires. Il y a encore pas longtemps, on aurait eu des masques un petit peu partout. Comment est-ce que vous le vivez, vous, en tant que créateur et créatrice? Est-ce que c'est un sujet qui vous obsède? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important? Ou au contraire, parfois, vous avez envie un petit peu de vous en éloigner? À vous, Lisa, pour commencer. Alors, oui, c'est évidemment un sujet qui nous touche, qui n'est pas concerné. Mais c'est vrai que je pense que moi, ça m'a beaucoup parlé pour Avant l'oubli. Du coup, c'est vraiment le thème du livre, c'est la fin du monde. Donc, là, pour le coup, aucun espoir. Parce que j'avais beaucoup entendu parler de théorie de collapsologie et qu'à l'époque, toujours maintenant, ça m'inquiétait beaucoup. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai peut-être, en tout cas au niveau de mes histoires, envie un peu de m'éloigner de ça, parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà un peu parlé, et comme tout créateur, on aime bien se renouveler un peu. Mais en tout cas, oui, complètement. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en ce moment, je pense que ça influence tout, même les livres qui sont pas, ou les films qui sont pas directement... dont c'est pas directement le sujet. Je pense qu'il y a une sensation qu'il y a quelque chose qui va changer bientôt et que c'est une ouverture possible ou une fermeture, mais en tout cas que c'est un monde de possible qui est en train de changer. Et donc en tant qu'auteur, évidemment, ou autrice, évidemment, ça influence. Pour vous, Ellie, est-ce que c'est la même chose? Alors, Ellie est américaine, du coup, on a un petit casque. Vous pouvez vous mettre sur le canal 1 pour bien comprendre. Allez-y. I think I've always been a pretty apocalyptic person since I was very young. So, kind of a Cassandra, in fact. I've been more interested in the end of the world than a lot of people around me. And actually seeing the world kind of more visibly seem to begin to end lately actually has made me feel a little bit less alone in a way, but in a kind of messed up way that I would not have wished for. Yeah, I guess I feel like I have always, since a pretty young age, felt like the foundations of the world are pretty
shaky and fragile, and that I would probably see them shake in a big way in my lifetime. And it's been really interesting to see that happen in ways that I really didn't expect, but that I feel like I have kind of spent my whole life emotionally preparing for in a way. Ça, ce qui est chouette, c'est vous dites c'est intéressant. Alors je vais rebondir sur vos questions. Est-ce que c'est effrayant ou est-ce que c'est intéressant, Gwen? Je pense qu'il n'y a pas de sujet qui ne soit pas intéressant. Et là, en tout cas, c'est un sujet qui mobilise tout le monde collectivement à des échelles différentes de temps. L'effondrement, voilà, on en parle là avec l'effondrement comme si c'était un processus unique et que c'était le grand effondrement et que tout d'un coup, du jour au lendemain, tout allait s'effondrer, s'écrouler, puis que plus rien n'existait. Non, ça, ce serait une guerre nucléaire, voilà, on serait éradiqué. Je pense qu'il y a une ambiguïté sur le terme d'effondrement qui, en fait, a quand même été pas mal expliqué et en tout cas approfondi en 2015 par les créateurs du terme de la collapsologie et leur livre Comment tout peut s'effondrer. Donc je pense évidemment à Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui ont été un peu plus fins dans leur description que ce qu'on a voulu en dire plus tard. Mais il y a une ambivalence, c'est-à-dire que le terme lui-même, effondrement, va marquer les esprits, va vraiment faire une espèce de choc. Voilà. En réalité, il y a des effondrements qui sont déjà en cours depuis longtemps. Mais il y a des phénomènes de seuil et des points de bascule, qui fait que petit à petit, on se rend compte qu'on est tous collectivement plus ou moins concernés. Et tant que c'est à distance et qu'on le perçoit finalement assez peu, on n'a pas tellement envie de changer d'idéologie ou de culture parce qu'on a l'impression que ça continue de marcher. Alors on se dit, je me souviens, il y avait une conférence où on parlait d'effondrement en 2015, j'avais fait une modération. Il y a une autrice qui disait, mais il y a de la lumière, ça fonctionne ici, etc. Et là, je me suis dit, et c'est pas contre elle du tout, mais je me suis dit, on partage pas la même ontologie, on voit pas du tout le monde de la même façon. C'est pas une histoire de qui a raison ou pas, c'est que là, on partage pas, on n'a pas la même culture, la même vision du monde. Depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment cette petite pandémie, notamment la guerre en Ukraine, ce qui fait que on peut beaucoup plus largement, y compris aux utopiales, plus facilement parler de ce sujet-là. Il y a eu un moment en choc en 2015 avec ce livre qui était beaucoup lu, avec peut-être parfois une sacralisation excessive, et puis parfois de la réactance avec une rhétorique et des hommes de paille. On leur faisait dire des choses qu'ils n'avaient pas dites non plus. Et donc, je trouve intéressant cette période maintenant qui est un petit peu plus partagée, comme si le terme d'effondrement avait été intégré dans notre culture, et petit à petit, on peut en parler peut-être avec moins d'affect. Il y avait une grande question qui diffusait l'année dernière, c'était est-ce que les auteurs et les autrices de science-fiction qui parlent d'apocalypse, finalement, ne nous préparent pas à l'apocalypse, comme si parler du pire, c'était finalement nous habituer. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous, Ellie? A little bit. I think definitely we can always talk about different, weirder, more extreme apocalypses. And I think it's really true that we have focused more on single, momentary, the whole world ends in an hour kind of situations. And probably because that would have been the apocalypse if it had happened during the Cold War or in the 80s. But I also think that there's a lot to be said for kind of any apocalyptic story is one about how your characters are going to figure out how to live in that situation. How do you go on? How do you find things to fight for and live for and build for? And I think that's something I always have loved about apocalyptic and post-apocalyptic stories is that they kind of tell us that. Lisa et Gwen, est-ce que vous sentez une responsabilité vis-à-vis de ces questions en tant qu'artiste ? Oui, justement, je voulais revenir là-dessus, sur l'idée qu'on trouve ce qui se passe en ce moment intéressant. Je pense que on a la responsabilité peut-être de sortir un peu
du pathos en fait, par exemple dans la presse où il y a énormément de trouver en fait un juste milieu, d'apporter d'autres questionnements que juste ça va être horrible ou alors on va s'en sortir, ça va aller. Je pense que en tant qu'auteur où on a le temps de réfléchir à la question et qu'on n'est pas dans l'immédiateté des politiques ou on a quand même le besoin d'apporter une vision nuancée. Et peut-être, je pense que c'est peut-être ça notre responsabilité, c'est d'apporter d'autres chemins, d'autres pistes. Gwen? Oui, je suis Lisa complètement là-dessus. Après, il y a l'état dans lequel on est aussi, émotionnellement. Il y a quelques années, j'avais fait un petit récit numérique qui se décalait un tout petit peu. C'était un personnage qui me ressemblait pas physiquement, mais en fait, je faisais la même histoire. Et puis, à l'intérieur de l'histoire, c'est pas ce qui s'est passé dans ma vie non plus, mais les angoisses par lesquelles le personnage était traversé étaient les miennes. À ce moment-là, j'étais vraiment dans de la sidération. Et peut-être, même si je savais qu'il y avait des nuances et qu'il y avait des effondrements, là, mon état émotionnel ne me permettait pas le recul dont parle Lisa. Le fait qu'aujourd'hui, ce sujet soit plus partagé, moi, m'a allégé, d'une certaine manière. Quand je venais ici, on n'était pas nombreux à parler de ça à une époque, et j'ai l'impression que je faisais partie d'une secte et que finalement c'est moi qui devais avoir tort. Puis je continuais de lire des bouquins, c'est vrai, non mais la charge de la preuve, voilà, elle repose sur qui? Et pourtant il y avait énormément de scientifiques, etc. Et puis après, quand on discutait individuellement avec chacun et chacune, on se rendait compte que si, il y avait une prise de conscience, mais c'était pas assez partagé. Et il y a un moment donné où on peut, si on partage pas la même vision du monde, on peut être marginalisé. Et étant donné qu'on est une espèce sociale, le pire qui puisse nous arriver, c'est d'être banni de la société aussi. Donc il y a aussi cette peur-là. Donc moi je me sentais coincé entre le fait de vouloir alerter, puis le fait de ne pas vouloir couper avec la communauté humaine, de mes amis aussi, voilà. Ça, c'était difficile. Maintenant, je suis dans une autre période où j'ai à la fois envie de regarder les choses telles qu'elles sont, et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est un peu étrange, c'est que on s'attend à ce que les choses se dégradent. Donc quand elles se dégradent et que c'est plus partagé, à la fois on se dit ben mince, c'est vraiment ce qui se passe. Donc on n'avait pas tort de penser ça. Et puis de l'autre côté, il y a un sentiment aussi de si c'est plus partagé, on va peut-être plus coopérer en partageant une culture peut-être. Et c'est ça qui pourrait nous arriver de mieux. C'est finalement de changer de vision du monde. Et les artistes, je pense, peuvent contribuer sans impératif moral à faire simplement à être dans une dimension d'alerte, de lanceur d'alerte uniquement. Il faut continuer à faire des œuvres, à fertiliser les imaginaires en faisant des œuvres singulières. Et il y a un moment donné où je pensais qu'il fallait alerter et que de ma place, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de raconter l'état du monde, mais en même temps, j'en sais rien. Je sais des choses, mais je n'ai pas envie d'aborder les choses en surplomb. Et puis, il y a aussi l'idée de faire passer les choses par le sensible. Et je pense que c'est peut-être là où on peut se situer. Et les banques, je vous voyais hocher la tête. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette responsabilité? Est-ce que vous sentez une responsabilité, hein? Votre monde dans Unity est assez particulier. I heard you talking about kind of feeling alone in your way of seeing the world kind of beginning to collapse, and I felt a lot of connection to that and kind of this fragmentation of the sense of reality and what's going on, which is something that is impossible not to see everywhere in the United States right now. There's a lot of really intense fragmentation of reality, and no one can agree on really basic things that are happening or not happening. And a lot of people are really driven by really absurd ideas of what they think is going on. And I think it's really hard to find other people who, or it can feel really hard anyway, to find other people who see the same things happening that you can't help but see in the same way. And I think to me, that's something that a story can do, is
not necessarily to warn the world and not to speak to everyone and say this is what is necessarily happening, this is what you all must agree is happening, but rather to say, like, if anyone in this building knows, as I do, that the building is on fire, like, here is the exit that I will suggest we go to, or something like that, a way of finding allies and friends. Lisa, dans Avant l'oubli, alors puisqu'on parle de fragmentation de la réalité, la Lune arrive et on va suivre 9 personnages qui vont avoir des réactions totalement différentes. Là, l'effondrement, la catastrophe est là, et on a une vision en réduit de ce qui pourrait être nos réactions. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez imaginé, comment vous avez imaginé toutes ces réactions et ces personnages, ces destins. Alors au départ, ça devait être juste une petite histoire, un fanzine que je voulais donc auto-publier, et j'avais juste une histoire qui est la dernière histoire où c'est un personnage qui se demande qu'est-ce qu'il doit prendre dans sa valise en cas de fin du monde, des choses pour survivre, des choses pour mourir dignement, et du coup, mais en fait très vite je me suis rendu compte que ça me suffisait pas, qu'il y ait juste qu'une seule vision de cette fin. Et donc, j'en suis venue à créer plusieurs personnages qui ont chacun des émotions, des réactions différentes face à cette fin absurde. Et ça m'a permis de faire un espèce de petit théâtre comme ça, avec plusieurs émotions. Mais finalement, il y a quand même une émotion générale qui se dégage. C'est quand même cette idée de consolation, d'essayer d'acceptation. Et en fait, ça a aussi un rapport avec, même si je n'aime pas trop cette théorie, mais les 7 étapes du deuil, où chacun passe par des étapes pour finalement arriver à une forme d'acceptation. Et donc, chaque personnage passe un peu par une étape, en fait. Assez inconsciemment, j'en suis venue à faire ça. Donc, il y a le déni, il y a donc l'épicière qui veut vendre sa dernière boîte de haricots, il y a la colère, une personne qui a envie de tout casser. Donc ça c'est venu assez naturellement. Et ça, je pense que c'est aussi, en tout cas moi, une approche qui m'intéresse sur l'idée de futur possible, c'est d'apporter une multitude de points de vue qui permettent du coup une multitude de solutions, en fait, parce que je pense que c'est pas mon rôle. Enfin, moi, je saurais absolument pas comment régler tous les problèmes qui vont nous tomber dessus. Et donc pour moi, c'était une approche que je trouvais intéressante pour pas avoir juste une seule réponse, et surtout une seule personne qui, du coup, mettrait en tort toutes les autres. Ça voudrait dire que les autres émotions pourraient pas être possibles, alors que si, en fait, on est des êtres complexes, et du coup, c'était important pour moi de travailler comme ça. Ellie, pareil, sur votre monde, et notamment sur votre personnage, Unity. Racontez-nous un petit peu cet environnement d'Unity, avec notamment, elle vit dans des cités sous-marines, le monde va dépendre d'elle. Donnez-nous un petit peu le décor. About a third to a half of Unity takes place in an underwater city, and the rest takes place in kind of the desolate wasteland of the American Southwest. I think the underwater cities are maybe not the most realistic scientifically idea, but they captured a really intense feeling and atmosphere for me of just kind of right now we live in this moment where the water is rising all over the world, and at a certain point it will just kind of be over our heads, but in the beginning of Unity, that has happened a long time ago, and everyone is just still where they were. They're in cities that are 100 feet or 400 feet or 100 meters underwater, and they live at higher pressures. They breathe different mixes of air, and just the sense of being really kind of entombed almost with everyone else, and having to find a way out of those cities when living in that pressure and under all that water is as much a geographic place as a medical condition, where you can't just go up to the surface. You have to depressurize and go through all of this work in order to do that and survive. J'ai un petit souci. Si éventuellement la technique, vous avez un petit boîtier de rechange,
ça m'arrangerait. Voilà, je passe le signal. Gwen, dans les derniers jours d'un immortel, alors là on est passé après, entre guillemets. Alors au début ça a l'air sympa. On a une société où on ne peut plus mourir. On est quasiment immortel. Il y a une police philosophique qui est là pour régler un petit peu tous les soucis presque avant qu'ils n'apparaissent. Bref, et on maîtrise les naissances, donc on n'est pas trop nombreux. Comment est-ce que vous avez un petit peu constitué cette société idéale, cette utopie post-apo ? Alors, il faut dire que c'est une bande dessinée qui, on l'a dit tout à l'heure, qui a été publiée en 2010. Et avec Fabien Vellman au scénario. Alors, il se trouve qu'on a une façon de travailler où on échange les idées en commun. On approfondit beaucoup de choses ensemble. Ensuite, Fabien a réalisé le scénario, mais sur des bases communes sur lesquelles on était d'accord. Donc je suis légitime pour en parler, puisque je n'ai pas seulement exécuté le dessin. Mais c'est une époque où on ferait plus du tout cette bande dessinée de la même manière. Peut-être qu'on ferait pas ça comme ça, mais qu'on ne le ferait pas du tout, en fait. Là, c'était un exercice de pensée philosophique. Et si l'être humain était capable de, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que l'immortalité est quelque chose qui est souhaitable ? Combien on peut être immortel ? On a imaginé une société dans laquelle il y a des gens qui faisaient le choix aussi de ne pas l'être, donc qui pouvaient vivre jusqu'à 120 ans seulement. C'est déjà pas mal pour nous, mais voilà. Et il y a effectivement le contrôle des naissances. Donc petit à petit, on se rend compte que ce qui paraissait un peu utopique, on n'explique pas ce qui s'est passé avant. C'est pas le sujet, en fait. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait eu un effondrement, et on voit qu'il y a effectivement très peu de... c'est un monde qui est assez vide. On est en rapport avec d'autres existences extraterrestres, mais en revanche, sur Terre, il y a une limitation des naissances, et il y a très peu d'humanité. Et petit à petit, on se rend compte évidemment qu'il y a le revers de la médaille, et que c'est pas évident on ne sait pas, même si on a envie de vivre dans une société telle que celle-ci. Ce qui va amener le personnage principal qui s'appelle Elijah, qui fait partie de la police philosophique, à se poser des questions sur son envie ou pas d'être immortel et de continuer. Voilà. Et il se trouve aussi qu'on peut se répliquer, et qu'on a plusieurs... on a des mémoires possibles. Enfin, comment dire, la mémoire est stockée dans chaque être, et il y a des moments, il y a des fusions qui font que on récupère la mémoire de chaque clone en une seule. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, on ne ferait pas ça comme ça, parce que les questions qu'on se posait à ce moment-là, nous-mêmes, même si on était très impliqués par des questions déjà d'effondrement ou le fait que le monde puisse continuer à exister de cette manière-là, on est encore baigné dans une culture de l'illimité. Mais là, on la plaçait sur un plan philosophique. C'est un exercice de pensée. Donc pour savoir si même c'était souhaitable de pouvoir avoir cette toute-puissance. Il y a aussi une question de l'immortalité avec un personnage qui refuse véritablement son immortalité. Il y avait cette question de à quoi ça sert finalement d'être immortel, enfin de vivre si on est immortel, avec un choix, il faut accepter le risque. Oui, c'est pas nouveau, effectivement, c'est la finitude qui donne du sens. Donc nous on a imaginé que il y avait une forme de finitude quand même quand on était immortel, c'est qu'il y a une part de notre mémoire qui disparaît. Et finalement, c'est un être biologique qui continue avec une partie de sa mémoire qui peut être assez profonde, mais qui est pas ultime. Donc finalement, il y a quand même de la finitude à l'intérieur de cette immortalité-là. Mais effectivement, c'est le choix de pouvoir continuer d'exister ou pas, c'est aussi une question de société. Pouvoir accompagner les gens qui ont envie de mourir. Moi, je trouve que c'est une question qui est quand même super importante. Effectivement, que
comment dire, moi c'est un peu extrême, mais je serais assez pour qu'on puisse décider de mourir quand on veut et qu'on soit accompagné pour. Ça serait l'acte de liberté le plus grand. Dans toutes ces questions, il y a la question de la survie de l'humanité, en tout cas de notre survie. Lisa, est-ce que dans la BD, il y a notamment, je pense à une femme enceinte qui, elle, consacre son temps à aller voir des œuvres d'art, et notamment la naissance de Botticelli. Est-ce que l'art, finalement, peut être une bonne pérennisation ? Oui, bah, c'est vrai que dans l'art, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui va rester après nous. Donc forcément, ça fait un lien assez direct, enfin, ça fait un écho assez direct avec la BD où, a priori, il y a peu de chances quand même qu'on s'en sorte. Donc oui, c'est vrai que c'est cette idée-là de perpétuité qui est assez belle, je trouve. Ouais. Mais oui, mais du coup, en fait, c'est aussi toujours un peu en lien avec l'effondrement, cette idée que ça nous paraît impossible que quelque chose se termine. Donc il y a cette idée qu'il y aura forcément un après. Bon, la vie après la mort, on peut aussi voir ça comme ça. Mais en tout cas, et je pense que c'était ça le point de vue qui aussi m'intéressait dans la BD, c'était de ne pas mettre de point final non plus. Même quand il n'y a plus d'espoir a priori, les gens vont se révéler aussi d'une autre manière. Aussi, l'idée de cette BD, c'est aussi quand on a plus de loi, plus de structure sociale, qu'est-ce qui reste ? Et en fait, c'est à ce moment-là que les gens vont réellement se poser la question de l'humanité, de qu'est-ce qu'on peut faire. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, il n'y aura pas forcément de violence. Les gens, ils vont peut-être pas passer les derniers moments de leur vie à vouloir tuer leur boss. Enfin, ils vont vouloir faire autre chose. Enfin, je pense. Et donc, tous ces questionnements-là, c'était vraiment des choses qui m'intéressent. Enfin, comme je disais tout à l'heure, d'apporter autre chose que un point de vue pessimiste, même si bon, c'est évidemment teinté de pessimiste, mais c'est ça, c'est aller au-delà de juste c'est bien, c'est mal, ça se termine, c'est une sorte de boucle, quoi. Élie, vous avez un personnage intéressant parce qu'il a plusieurs vies, entre guillemets, en mémoire en lui, ce personnage. Il y a plusieurs personnalités. Est-ce que c'est aussi une question d'enjeu et de survie de toutes ces voix différentes ? Yes, I was really interested in the idea of memory and sharing memory when I wrote Unity, and that's kind of one of the major themes of it is kind of that it's set in a time where a lot of people and things and places have died already, and a lot of things are in danger of dying now. And the main character is very much mortal, except that, or one of the three main characters, she has the memory of hundreds of other people who've pooled their memories and their lives together to create this collective consciousness that she's still part of. And so she carries all these memories of these people who their bodies are dead, but their memories live on in her, and this creates a kind of immortality that I like to think of as maybe perhaps idealistic view of the kind of immortality that we can all contribute to, where our literature, our history, our culture, our artworks are all ways that we pool our memories and allow them to survive apocalypse, hopefully. And moreover, we create memories of how we did that, how we survived and how we felt and how we dealt with how we felt, and all of these things that hopefully are tools that we can use in the next apocalypse or the next series of collapses. Or I just think there are so many different ways that we store all our memories together and that we keep them alive, and those are so important right now. Vous l'avez dit, on adore aussi les apocalypses, les effondrements, jouer avec. Peut-être vous aussi, en tant que créateur et créatrice, est-ce qu'on a en nous des désirs d'effondrement ? Est-ce que ça veut dire ça aussi, qu'on a des désirs un peu d'apocalypse de temps en temps, et notamment vous, quand vous les mettez en scène ? Lisa ? Oui, bah, c'est vrai que je ne sais pas si c'est du sadisme, mais en tout cas, moi personnellement, comme je disais tout à l'heure, les 7 étapes du deuil dans mon histoire, c'était pas totalement anodin parce qu'en fait, à ce moment-là, je vivais un deuil et
perdre quelqu'un qu'on aime profondément, ça donne un peu envie de se dire mais il n'y a plus de sens, j'ai envie que tout le monde meure. Il y a plus de... J'ai perdu quelque chose et je veux que tout le monde perde la même chose. C'est vrai qu'il y a un truc vraiment sadique là-dedans. Donc oui, forcément. J'avais aussi, d'ailleurs, c'est assez amusant dans mon histoire, envie de... Finalement, je l'ai pas fait. Je regrette un peu. J'aurais peut-être dû avoir un personnage qui soit donc peut-être soit survivaliste ou plus collapsologue et qui disent ah je vous l'avais bien dit et qu'en fait ils soient assez contents que ça se passe pour de vrai pour pas être fou et donc bon enfin, c'est vrai qu'il y a en tout cas en tant que créateur ou créatrice c'est vraiment un sujet intéressant parce que comme je l'ai dit, c'est un monde des possibles. Parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste de parler que de la fin ou de faire une thèse sur toutes les fins possibles. Parce qu'en plus, moi, personnellement, en tout cas, je ne saurais absolument pas le faire. Mais c'est ouvrir une question, c'est un questionnement. Et en plus, la science-fiction, c'est génial pour ça. Parce qu'on crée un monde et c'est vraiment un jeu. On se dit, ah, mais du coup, s'il y a ça, ça veut dire qu'on pourra aussi mettre ça. Donc, si ce système politique fonctionne comme ça veut dire que les personnages vont réagir de telle manière. Donc forcément, et cette idée de fin, c'est aussi une sensation forte, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces éloignements de la réalité, en fait, ça nous permet de mieux nous en rapprocher, parce que en fait, la fin, tout le monde la connaît, enfin, tout le monde connaît ou connaîtra un deuil, tout le monde vivra ces questionnements-là de manière différente. Donc, même si aujourd'hui, ça s'ancre de plus en plus dans le réel, ces idées de fin, c'est des questions vraiment intéressantes en tant qu'auteur parce que ça nous paraît absurde. C'est des choses qu'on n'arrive pas à se figurer qu'il peut y avoir possiblement une fin. Alors que pourtant, on le sait depuis le début, même nos propres existences personnelles. Donc forcément, ouais, c'est un sujet. Et oui, un peu de sadisme aussi là-dedans. Ouais. Gwen ? Il y a la notion de fin personnelle. Moi, ce qui m'a choqué à un moment donné, c'est la rapidité avec laquelle le monde se dégradait et l'intensité également. Et les questions sur notre propre finitude ou celle de nos proches sont là depuis toujours. Là, ce que je trouvais choquant, c'est que peut-être à un moment donné, c'est l'espèce humaine qui était en danger collectivement. Et puis peut-être de notre vivant, on allait assister à ce début de fin de l'espèce humaine. Moi, j'ai été absolument choqué par ça. Du coup, c'est pas quelque chose que je souhaitais. J'étais plutôt dans la réaction de non, il faut s'accrocher à la vie. Mais à quoi on s'accroche ? Là où il y avait un souhait de quelque chose qui meurt, c'est notre façon d'être au monde. C'est la façon de... je parlais tout à l'heure d'illimité. En fait, c'est notre conception du monde, comment on l'habite déjà ontologiquement, pour dire un gros mot, et puis ensuite, comment concrètement tout ça en découle. Il y a une construction culturelle de progrès qu'on mélange souvent avec la technologie, quelque chose de linéaire, comme si l'espèce humaine avait un destin d'aller toujours... d'un point A vers l'infini, et en fait ça c'est pas possible, et je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense ça, et que quand on oppose un autre discours, il y a la carte prophète de l'apocalypse qui sort tout de suite, alors que bon, en réalité oui, il y aura une fin, et à l'espèce humaine aussi. Après, dans quelles conditions, avec quelle rapidité aussi. Et puis, ce que je trouve intéressant dans l'apocalypse, la notion d'apocalypse, c'est la transformation. C'est qu'est-ce qui va mourir, qu'est-ce que je ne vais pas du tout regretter, parce que y a, effectivement, au niveau en général, quand on parle de sociétés qui seraient moins high-tech, ce qui est opposé, c'est vous êtes bien content qu'il y ait de la technologie pour ceci et cela. Et en général, il y a tout de suite le médical. Et on voit bien que c'est un peu de la rhétorique, puisque derrière, il y a beaucoup de choses qui sont développées pour une société de consommation qui n'ont rien à voir avec le médical. Donc c'est pas un choix de société qui serait fait où collectivement on s'intéresse sur
qu'est-ce qu'on peut garder avec telle matière première, avec telle énergie, dans un monde limité, qu'est-ce que collectivement on choisit de conserver ou pas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant actuellement, c'est comment on peut penser d'autres formes de gouvernance. Il y a beaucoup de choses qui sont tentées actuellement partout dans le monde. Je pense au Rojava, je pense ici, tout ce qui s'est passé aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, etc. Il y a plein de formes de gouvernance qui peuvent être repensées. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, pas du tout, mais je pense que c'est peut-être l'occasion de s'y intéresser pour fertiliser nos imaginaires. On a beaucoup de mal à imaginer un autre monde que celui dans lequel on vit. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se situe là, qui est très important, et peut-être que voilà, nous, on a peut-être un petit rôle à jouer là-dedans sans vouloir le grossir, mais si on a quelque chose à faire, c'est peut-être un peu ça. Ouais, sommes-nous capables en fait d'imaginer véritablement l'après et l'après-effondrement, une nouvelle société Ellie Banks, c'est un des sujets de votre livre. Sorry, repeat the question. Est-ce que vous êtes capable, en tant que créateur, sommes-nous capables collectivement de véritablement penser l'après-effondrement, parce que c'est la deuxième partie de notre question sur cette table ronde. Thank you. Yeah, I think we can do our best. There's always limits to what we're able to predict in the future. I think I had this realization a while ago that I've read a lot of science fiction from years and years ago that tries to predict like what things would be like in the year 2000 or 2020, and it's always a little bit funny to to go back and like watch Blade Runner or something where it fades in and says Los Angeles, November 2019, and we're past that, and that's not exactly what Los Angeles looks like. I think what I feel when I look at old visions of what the future then or our present would be like is it's as if every different vision of the future has all tried to come true at once, and we've ended up with this train wreck, this cacophony of different people's visions of the future has become our present. So I think there's definitely a lot of sort of danger of total foolishness when you set out to say, this is what the future will exactly be like. This is the great new idea that I've had or that other people are having that will be the one idea that shapes the entire world 100 years or 500 years in the future. But I think at the same time, it's really actually every one of those visions, everyone's different vision of what that would be like, put together, they're all useful, and they all give you a sense of like some very particular facet of what the future will actually be like. And at any rate, we kind of have to imagine. I mean, we're headed towards a future that is very different from the present, one way or another, whether it's better or worse or just both. So we definitely now is the time to begin imagining what kind of future we want and what is possible, and I think that's really cool. On parlait de fractalisation de la réalité, alors notamment aux États-Unis. Est-ce que vous avez tous les trois l'impression qu'il y a une sorte de fractalisation des imaginaires sur le futur de plein de voies possibles et différentes? Ellie? Yeah, I mean, I think even everyone's idea of the present and the past is also incredibly fractured. I mean, actually, history is a huge point of fracture in the United States, where different people of different political alignments have really different ideas of the history of the country that they want to advance, that they want all the children to be taught, and it has created a lot of big fractures in American society. And certainly the future is even more fractured, and the kind of entire course of history from past to present to future, it's like there are many different kind of tracks that people have put themselves on, and there are more every day, and it's a really interesting and dizzying thing to kind of keep track of. Lisa, Gwen, même question. Est-ce que vous avez l'impression que
il y a plus d'imaginaire possible finalement avec cette situation. Oui, je pense que en fait, l'état des choses actuelles, c'était, on voyait souvent, enfin, on voit l'avenir, tout ça en termes de croissance, et c'est la ligne linéaire vers le progrès. C'était le sujet d'une conférence d'hier, la ligne ou le cercle. Et en fait, ça fait du bien en fait que ça change peut-être parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont représentées, qui ont le pouvoir, qui ont une façon une certaine forme de réalité qui en fait exclut énormément de gens et je pense que ça rejoint encore et toujours, j'en parle souvent, de la théorie des histoires paniers d'Ursula Le Guin ou Le Guin, je sais pas comment, qui parle c'est le moment de raconter d'autres histoires. Enfin, moi je parle en tant qu'autrice, mais aussi dans la société, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres cultures, de voir d'autres façons de faire. Hier aussi, il y avait un intervenant, j'ai oublié son nom, qui parlait de diversalité au lieu d'universalité. C'est des concepts qui sont super intéressants et je pense que c'est enfin le moment de voir les choses différemment, de proposer des initiatives, et en fait ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Certes, évidemment, ça va pas forcément être facile, et je pense que ça c'est un constat que là on commence à peu près tous à comprendre que ces prochaines années vont être dures, mais en même temps je pense qu'il faut penser aussi que plein de choses peuvent être possibles aussi, quoi. Rendre le futur désirable. Oui, moi je pense qu'on a eu un imaginaire atrophié en fait. C'est plusieurs fois qu'on le dit, hein, ce côté de linéarité, de progrès, etc. Et tout va dans ce sens-là. Et je pense que c'est comme si il y avait une dimension de l'être humain qui ne pouvait pas exister actuellement, puisque la remise en question n'était pas là. Et d'ailleurs, pourquoi on voulait la remettre en question? Puisque tout allait toujours pour le mieux, et mieux qu'avant. Sinon, on retournait à la bougie, on est des Amish, etc., etc. Donc il y a vraiment ce truc-là, c'est soit c'est la fuite en avant, enfin ce qui n'est pas dit comme ça, moi je le vois comme ça, comme une fuite en avant. En tout cas, c'est la course vers le progrès, soit vous retournez avec vos pots de bête, quoi. C'est un peu ça. C'est hyper faible comme imaginaire, et on était un peu prisonnier de ce truc-là. Là, ce qui est intéressant, c'est de changer les règles du jeu, se rendre compte que dans le passé, les choses étaient différentes aussi, selon les périodes, selon les lieux. Il y a des manières d'habiter le monde qui ont déjà été très diverses. Donc, je crois que pour imaginer l'avenir, il faut essayer de comprendre comment d'autres ont pu habiter le monde. Après, est-ce que c'est désirable ou pas? Ça, c'est autre chose, mais ça va de notre responsabilité collective, et je pense que ça fait partie justement du changement culturel moi que je souhaite qu'on ait, c'est qu'on prenne une responsabilité, qu'on délègue pas notre pouvoir, et qu'on prenne une responsabilité collective. Parfois, on fait semblant de le faire. Enfin, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, où l'exercice en soi était hyper intéressant. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissaient pas, qui viennent de milieux sociaux différents, qui étaient parfois pas du tout écolos, etc., sont arrivés à des conclusions qui sont, et même à des propositions qui vont bien au-delà parfois de ce que les partis politiques écologiques proposent. Bon, évidemment, c'était un enfumage et puis rien n'a été pris. Et moi, ce que je propose, c'est que, enfin pas que moi, mais je veux dire ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, moi, c'est que collectivement, on s'en empare sans demander la permission, quoi. Je vais revenir à un point de vue un peu plus personnel. Pour vous trois, on a parlé de la responsabilité de l'artiste, on a parlé de la discussion générale sur ces questions d'effondrement. Mais vous, à titre personnel, est-ce que jouer avec l'effondrement, le mettre en scène, faire des œuvres autour du sujet, est-ce que c'est aussi une manière de vous apaiser et d'accepter certaines idées ou d'explorer d'autres choses? Lisa, vous avez déjà un petit peu répondu, mais allez-y, ouais.
Oui, ce que je disais tout à l'heure, cette idée de consolation. En fait, je pense que ce qui est, dans mon histoire, c'est vraiment l'idée d'accepter une situation pour pouvoir faire autre chose après. En fait, c'est aussi le principe d'un deuil, c'est de surmonter une épreuve pour pouvoir vivre sa vie, en fait. Et avec ça ne veut pas dire le nier. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et de plutôt, c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on dit depuis le début, mais de vraiment prendre à bras le corps cette question, ces angoisses aussi, parce qu'évidemment, c'est très inquiétant, le changement, et se dire qu'est-ce que moi, ça me fait, qu'est-ce qui me fait exactement peur là-dedans, comment j'ai envie, et ensuite après se poser la question de comment j'ai envie que ça se passe. Et ça, je pense que oui, en tout cas personnellement dans mon livre, c'est vraiment une question que j'ai fait, parce que évidemment quand on m'avait parlé de toutes ces théories, c'était autour de 2015 aussi, j'étais oh là là, c'est vraiment l'enfer. Et maintenant je vois ça, j'ai l'impression d'avoir de plus fonctionner par la peur en fait, mais plutôt par bon, j'accepte cette situation, ça va se passer, on ne sait pas exactement comment, mais maintenant je peux passer à autre chose, je peux passer à comment j'ai envie de moi personnellement de vivre ma vie, comment j'aimerais bien que la société puisse trouver des réponses satisfaisantes, et donc je pense que c'est vrai qu'en tant qu'auteur ou autrice, c'est super intéressant de se poser ces questionnements-là, parce que voilà, il y a l'idée de j'ai processé cette question, je sais à peu près où est-ce que j'en suis, maintenant je peux passer à autre chose. Et je pense qu'on est peut-être encore trop dans le premier degré, parce que évidemment beaucoup de gens font que commencer à réaliser ce qui est réellement en train de se passer. Mais je pense que voilà, maintenant on pourrait peut-être commencer à passer à une autre étape que l'angoisse. Oui, on peut se dire que on peut proposer d'autres mots. Je trouve que l'effondrement était hyper important, on peut encore l'utiliser, mais je suis assez d'accord avec le fait finalement on peut essayer de parler de relations au vivant, de voir que tout n'est pas effondré, tout n'est pas mort maintenant, et que si on est effondré soi-même, on fait une prophétie autoréalisatrice, et du coup on en revient à la question de départ, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite finalement, est-ce que c'est une passion triste ? En réalité, pour moi, non. C'est un choc, parce que voilà, je suis attaché, je suis sensible, j'aime la vie, etc. Donc c'est un vrai choc. Mais c'est aussi une occasion à saisir de justement révolutionner nos imaginaires. Et alors, c'est vrai dans nos vies, concrètement, comment on a envie d'habiter, la Terre, concrètement, où est-ce qu'on habite, comment on se déplace, etc. Individuellement, c'est important, il faut le faire. C'est absolument pas suffisant, mais voilà, c'est la base, il faut le faire. Et puis derrière, voilà, notre vie, c'est d'écrire, c'est de dessiner, et donc je pense que c'est pas possible de pas s'accaparer ces sujets-là quand on est habité par ça, puis on peut pas faire comme si on allait s'abstraire du monde. On est dans ce monde-là, comment on fait avec ça, avec qui on est. Donc je crois qu'il y a une forme de responsabilité qui ne doit pas nous inhiber ou qui ne doit pas nous plomber, mais il faut être conscient que ce qu'on propose à lire, ou ce qu'on propose, voilà, c'est comme œuvre, ça participe d'une culture générale, et c'est une forme de responsabilité également. Et donc moi, je suis plutôt aussi dans cette étape de rendre visible le beau, redonner reconsidérer le monde, le regarder sous une autre forme que simplement des ressources qu'on peut s'accaparer pour nos propres besoins. Et puis là, on revient sans doute à la notion de circularité également. Élie, sur ces questions-là et sur votre approche personnelle dans l'écriture. What I think about is, Unity is a pretty dark book. It's fairly grim and bleak, and there's a lot of destruction and death and explosions and things. And I like a lot of stories that are like that, and I'm a big fan of things that are very grim-dark, as we say. But I think as I've thought about what I like in those stories and what kind of stories I want to tell, the personal responsibility that I've found
for myself is that there's a particular way that that I think I have to approach darkness of that sort and this kind of despair, and that is, on the one hand, you can't really go to people and just say like, oh, everything is fine, the world will not change, the things you love won't end, like everything, there's nothing to worry about at all, because I don't think that actually reassures anyone to be told that. I think you kind of can go to people and say, like, actually everything is completely horrible and we're all going to die slow, horrible deaths, and there's nothing you can do. And there are books that I love that are like that. But I think for me, what I think I really have to do is find the middle ground between those things, where you tell a story that says, like, that meets people with their worries and their despair, and says, like, yes, this is how bad everything is. The things that you're feeling and that you're worried about are very real, but also here are things to be hopeful about. Here are the lights in that darkness that you can reach for, and that to me is what makes the whole story work, is the interplay between those things, and that's how you actually kind of reach people and hopefully tell them a story that gives them a little bit more will to go on, I guess, if I do my job well. Voici venu le temps des questions. On a 5-6 minutes. Alors, ouais, si on a un micro, oui, voilà. Monsieur. Bonjour, merci d'être présent. À titre information, le terme apocalypse ne convient absolument pas, puisque c'est la révélation en grec ancien. Le terme catastrophe convient parfaitement, par contre, puisque c'est le dernier acte, le dénouement de la tragédie dans la Grèce ancienne. Donc catastrophe convient bien. Ma question est celle-ci. Joseph Tinter, un spécialiste américain, a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Effondrement ». Il a trouvé 2 paramètres fondamentaux pour expliquer l'effondrement d'une société, d'une civilisation que nous vivons d'ailleurs actuellement. Le premier problème, c'est l'énergie, puisque l'énergie, c'est l'économie, c'est la transformation de l'énergie. Donc nous avons un problème énergétique. L'Allemagne prévoit un scénario à 5 millions de chômeurs, un de ces scénarios, actuellement avec la crise énergétique. Deuxième paramètre, la complexité. Les éoliennes de Saint-Nazaire, du Pouliguen exactement, il a fallu 11 ans pour les faire, et le gros problème était juridique. La complexité des règles, du droit, de la jurisprudence explique donc ce retard. Donc d'après vous, est-ce que les 2 grands paramètres de l'effondrement que nous vivons, c'est l'énergie et la complexité de notre société? Merci. Oui, bien sûr. Et puis merci pour l'apocalypse, bien sûr, effectivement. Pour ça que je parlais de transformation aussi. Oui, bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi une vision de comment on habite le monde, parce qu'à un moment donné, il y a le rapport au vivant, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a l'accaparement des terres, l'extractivisme, le productivisme, etc. Donc oui, évidemment, pour faire fonctionner une civilisation, il faut ces éléments-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres manières d'habiter le monde que sous une forme de civilisation aussi complexe. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y. Oui, bonjour. Par ici. Voilà, je ne vois pas. Tout derrière vous. Devant. Ah bah oui, voilà, pardon. Oui, je voulais suggérer une idée par rapport à ce qui existe déjà au ministère de la Défense, qui s'appelle la Red Team. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On sait, oui. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une organisation qui réunit des scénaristes, des écrivains pour réfléchir, évoquer le système de défense, de sécurité, etc. Est-ce que si on crée une Green Team où on réunit des scénaristes, des auteurs de bandes dessinées et autres sur le sujet de l'effondrement de l'écologie, ça vous intéresserait ou pas? Peut-être que ça existe déjà d'ailleurs. Bah, qui demanderait ça? Qui serait le commanditaire? Moi.
Je ne sais pas qui tu es, moi. Donc, moi, je pense c'est quelque chose de collectif qui doit pas être hiérarchique, demandé par l'État. C'est pas quelque chose qui peut se faire, je crois, de top down, quoi. Je suis d'accord avec le fait d'aller vers une autre culture. Donc effectivement, il faut qu'on s'en empare. Mais quand je parlais tout à l'heure de la Convention citoyenne, elle a été commanditée par l'État, puis on n'en a rien fait derrière. Donc une Green Team qui serait demandée par Emmanuel Macron, non. On a une autre question devant. Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de milieux, notamment ceux qui sont les plus conscients de tous les défauts de nos sociétés actuelles, où il y a un espèce de fantasme de l'effondrement, où en gros la société va s'effondrer et on pourra reconstruire un truc plus sympa sur les ruines. Ce qui évidemment n'est pas très réaliste, parce qu'on l'a dit au début, l'effondrement ça va pas être une bombe nucléaire et puis il n'y a plus rien. Les choses dysfonctionnent successivement. Mais est-ce que vous l'observez aussi et qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Moi, je trouve que c'est intéressant ce questionnement parce que, en fait, ce qui est assez terrible quand même dans cette idée d'effondrement, c'est que c'est ceux qui sont déjà dans la merde qui vont l'être encore plus. Donc, ces questionnements de vouloir que tout pète pour reconstruire quelque chose de nouveau, je trouve que ça veut dire aussi, volontairement exclure une énorme partie de la population. Donc ça me paraît pas envisageable comme questionnement. Ouais, voilà. Ouais, c'est comme l'arrivée des zombies. On se place souvent pas on s'imagine pas dans les zombies en fait. On est plutôt dans les gens qui résistent. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Oui, peut-être madame. Oui. Pardon. Oui, allez-y. Vous avez parlé moi, c'était surtout sur le mot effondrement. Je trouve ça vraiment assez anxiogène et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et vous en avez très bien parlé. Est-ce que vous avez imaginé un autre mot qui serait moins négatif, en tout cas, à défaut d'être positif ? On peut parler de changement de système complexe, par exemple. Après, c'est un peu technique. Mais de transformation, de métamorphose, on change de monde.